Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue de marché et revue d'actualité. Niveau marché, pas grand chose à dire, on est sur une journée de stabilisation hier au niveau de Bitcoin, vous le voyez, on est redescendu jusqu'au à peu près 30 000, on est au 30 002, ça bouge peu, c'est normal, volume 15 milliards, voilà, on est revenu sur des choses assez classiques on va dire. Au niveau de la map, ça bouge pas non plus. On a des trucs à 13% ici, le Bitcoin Cash et le FTT dont personne ne souhaite, et pourtant son cours monte, c'est assez bizarre. C'est fou, hein. Hier, il a pris 30% le truc. Il est passé de 1 à 1,40. Il y aura une news X ou Y qui est passée, enfin, peu importe, on va pas aller là-dessus, ça nous intéresse pas. Pour le reste, marché qui bouge pas trop, hein, légère correction, c'est normal. On en reparlera à la fin peut-être de 2-3 cryptos, mais rien à dire pour le moment. Ma position n'a pas changé au vu de ce qui se passe pour le moment. Donc au niveau des news, on a des petites news légères aujourd'hui, ça va. On a 2-3 trucs importants. Mais on commence sympathiquement ici, un SPA qui permet de miner des bitcoins. C'est quand même assez rigolo. Donc moi j'aime bien hein, quand on a des petites news comme ça, des petits trucs en plus qui font que on va parler en bien des cryptos. Donc souvent ça va être des bitcoins. Ici, vous voyez, c'est du coup en Amérique bien sûr, c'est à New York. Donc il y a des services de spa comme partout maintenant. Et bien évidemment, ça fait appel à un certain niveau d'énergie, un niveau de chaleur. C'est-à-dire qu'il faut chauffer l'eau concrètement. Et donc eux ont eu l'idée, si on regarde le résumé ici, d'installer en fait des unités de minage dans l'eau, ensuite de chauffer l'eau avec l'énergie dégagée, et donc de profiter du bain. Bon, est-ce que c'est vraiment le seul système pour chauffer l'eau de leur bain? Je pense pas. Mais c'est intéressant, parce que souvent on a pensé à des systèmes qui permettaient de récupérer l'énergie pour l'utiliser dans le mining. Là j'ai l'impression que c'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'on récupère des excès de chaleur pour chauffer l'eau. Donc c'est assez intéressant. Alors en réalité c'est un peu plus complexe que ça, hein, mais on n'a pas le détail exactement. Mais ils utilisent bien du coup des modèles ASIC, et ils ont retiré apparemment le ventilateur, les ont bien immergés dans l'eau, donc c'est quand même, ça semble être ce qui se passe, hein, et utiliser l'électricité pour faire fonctionner du coup les mineurs qui vont produire de la chaleur et réchauffer l'eau. Donc c'est quand même un système qui est intéressant, qui est vraiment pensé sur le système de minage, hein. C'est pas juste oh regardez on a des excès d'énergie donc on va les utiliser pour miner un peu de crypto et on dira que c'est vert parce qu'on recycle, ce qui est déjà très très bien, hein. Pas critiquer ça, c'est déjà très très bien. Mais là l'idée c'est vraiment de se servir en fait des excès de chaleur générés par les machines pour chauffer l'eau du bain. Donc c'est cool, je trouve que c'est vraiment une bonne dynamique, c'est bien, il faut le mentionner, voilà, c'est plutôt bien. Ils nous disent donc l'énergie est utilisée 2 fois au lieu d'une, effectivement c'est une façon de voir la chose, et donc de nombreuses personnes intelligentes ont déjà expliqué les avantages de Bitcoin du point de vue des droits de l'homme, de la finance, de l'économie, de l'autosouveraineté, donc là on a le droit à une partie un peu politique, hein, et de la stabilisation du réseau énergétique. Alors ça je sais pas, on verra bien. Et ils nous disent c'est une technologie émergente et son avenir n'est pas encore écrit. De notre point de vue, Bitcoin est capable d'avoir ne serait-ce qu'un petit pourcentage de l'impact positif, et nous pensons que c'est le cas. Il est important d'avoir l'esprit ouvert à ce sujet. Voilà, c'était vraiment le texte moralisateur pour nous dire à quel point Bitcoin est génial. Donc c'est ce monsieur qui l'a écrit, j'imagine. Sinon, la news était sympa. Voilà, j'ai un peu traîné, on continue. Binance. Binance qui du coup, il y a quelques semaines, nous avait annoncé stopper l'essentiel des privacy coins, si ce n'est pas tous les privacy coins, hein, on s'en rappelle. Ça avait fait partie des news mal reçues, qui avaient fait un peu dump, et on se rappelle que beaucoup de cryptos avaient perdu en valeur. Donc vous voyez, la liste est là, Decred, Dash, Zcash, Orizen, PIVX, Navcoin, Secret Verge, Firobi, Monero, Mobilecoin, et on en a en fait un certain nombre qui vont pas être délistés finalement. Donc c'est le cas pour SCRT, Decred, Verge, Navcoin, Zcash, Dash et PIVX. Alors pourquoi cela plutôt que les autres? Je crois qu'on n'a pas vraiment l'information. Parce qu'en gros, le message, vous l'avez ici, hein, certainement, vous l'avez reçu si vous êtes client Binance, vous l'avez vu peut-être sur leur Twitter. Le message, c'est vous nous avez demandé de garder les tokens, donc on le fait, hein, concrètement. Binance a écouté sa communauté, hein, je crois qu'il y a un tweet qui nous dit exactement ça. Vous avez parlé, Binance a écouté, j'ai vu passer ça quelque part. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas sauvé tous les privacy coins, donc il y a eu des choix. On ne sait pas comment les choix ont été faits. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas Monero, qui est un des projets les plus connus, les plus utilisés. Vous voyez qu'il n'a pas été conservé. Ils nous disent, après avoir soigneusement examiné les commentaires de notre communauté et plusieurs projets, nous avons révisé la façon dont nous classons les pièces de confidentialité sur notre plateforme
pour nous conformer aux exigences réglementaires à l'échelle de l'UE. Donc ça veut dire qu'en fait, parmi tous les privacy coins, certains devaient respecter plus ou moins la réglementation, mais que Binance avait prévu de tout virer, et qu'au final, ils gardent ceux qui font à peu près l'affaire. C'est ce que je comprends, l'information est assez peu claire, à suivre. On rappelle quand même qu'effectivement, hein, CZ et Binance sont accusés par la France et d'autres pays, notamment dans des affaires de blanchiment d'argent. Donc, effectivement, ils doivent quand même ils doivent jouer la chose assez finement. Ils doivent utiliser un peu des pincettes dans le cas précis que nous avons ici, parce que c'est quand même assez tricky. Mais voilà, pourquoi celle-ci plutôt que celle-là, c'est quand même pas très clair. Et vous le savez, voilà, vous aurez du Decred si vous voulez. Hein, je pense que c'est à peu près le plus connu. Zcred, Zcash et Dash, ça va être les plus utilisés à mon avis. Bref, on continue. Euro numérique, le projet de la Banque de France avance à grands pas. Alors oui, non, hein. On va voir ça tout de suite. Donc bien évidemment, on parle de la fameuse MNBC européenne, hein, qui sera du coup gérée par des banques classiques, si on comprend bien. Ils nous disent MNBC surnommé Cash Plus. Franchement, je ne suis pas du tout fan du nom, peu importe. Déployé progressivement à partir de 2027 ou 2028. Donc vous voyez, on a 4-5 ans, peut-être plus, hein, parce que voilà, je ne sais pas à quelle vitesse ils vont aller. Donc c'est pas forcément si rapide que ça. Moi je suis vraiment tranquille, hein. Je pensais que ce serait bien plus rapide que ça. Là, on a le temps de voir venir. Donc le gouverneur de la Banque de France nous dit « Cash Plus ne se contente pas de numériser les espèces existantes. Elle permet des avantages supplémentaires tels que l'utilisation dans le commerce électronique, les paiements entre pairs à distance et les paiements conditionnels. » Bon, concrètement, ça permet de faire ce que fait tout ce qu'on a numérisé jusque maintenant en termes d'argent, quoi. Ils nous disent en pratique, ce futur numérique sera intégré au système par les fournisseurs de services de paiement. Je suppose qu'ils impliquent et les banques et tout ce qui va être Mastercard et compagnie. Je suppose que c'est les deux. C'est pas clairement dit, je suppose que c'est ça. Évidemment, cela sera systématiquement accompagné d'une vérification et du coup du fameux KYC. Donc ça, évidemment, il fallait s'y attendre. On n'est pas idiot, on le sait très bien. MNBC, ça veut dire surveillance et contrôle. On le sait, c'est logique, c'est cohérent. Après, ça plaît ou ça plaît pas, c'est une autre question. L'euro numérique annonce des bouleversements dans le paysage bancaire. Pas vraiment, en fait. Parce qu'ils nous disent, voilà, donc ce ne sera pas juste un billet de banque numérique. Bon. Il a souligné du coup que les monnaies restera un partenariat public-privé. Donc il y a un lien, bien évidemment, entre les banques qui sont privées et tout à fait la Banque de France, hein, du coup, qui doit être publique. Et du coup, la MNBC ne devrait pas remplacer les espèces physiques ou autres formes de monnaie à court terme. Vraisemblablement, à long terme, on ne va pas avoir 3 systèmes de paiement différents. Enfin, ce serait une bonne chose, certainement, mais c'est certainement pas l'idée qu'ils ont. Donc, le gouverneur de la Banque de France, les banques, selon le gouverneur, les banques devront mettre en place des mesures de gestion des risques adéquates. Donc, c'est bien, ils ont cette notion-là. Par ailleurs, les réglementations et supervision des banques devront être renforcées. Donc, voilà, on a peur des cryptos, ça fait peur, et même la nôtre, va falloir qu'on soit quand même très vigilant. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que ça va changer pour les utilisateurs ? En fait, là, ils partent encore un peu dans la même chose qu'on avait vu ici, c'est-à-dire que là, ils nous disent à quel point Bitcoin c'était bien, l'article. Là, ils nous disent à quel point les MNBC c'est pas bien parce que on va se priver du coup de l'atout essentiel, c'est-à-dire la liberté. Et je suis d'accord, c'est un atout, je suis d'accord, ça doit attirer les gens, mais est-ce que l'essentiel des gens qui utilisent les cryptos le font de façon anonyme? J'ai un gros doute en fait, hein. Je pense que l'essentiel des investisseurs passe par Binance ou simili Binance, hein, ou autre échangeur centralisé, avec des KYC, et donc à partir de ce moment-là, on est déjà suivi, quoi. Vous avez une adresse Binance, donc on connaît les adresses MetaMask avec lesquelles vous avez échangé. Enfin, à part si vous êtes passé par des mixeurs pour vraiment essayer de brouiller les pistes, vraisemblablement, je suis pas sûr que ça change tant de choses que ça. Peut-être que je me trompe, c'est possible que je fasse erreur et faux chemin là-dessus, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais pour moi, la liberté et le fait d'être totalement anonyme, c'est pas le critère le plus important pour la plupart des gens en ce qui concerne les cryptos et les projets en fait Web3. Hein. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'effectivement il faut défendre ce point-là, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'historique et des caractéristiques qu'on apprécie. Mais est-ce que c'est vraiment si important que ça? Je sais pas. Bref. Voilà, l'anonymat est important, la confidentialité, on a compris, vous le savez, ça fait 50 fois qu'on le dit, et on le dira encore, mais bon. On va maintenant en Asie.
Pourquoi? Parce que déjà, le Japon allège ses mesures fiscales de 30%. Alors, est-ce que ça fait du Japon un paradis fiscal? Non, clairement pas. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire juste qu'ils avaient des mesures fiscales qui étaient complètement abusées et ils ont décidé de revenir à quelque chose d'un peu plus normal. Je m'explique. En France, vous payez des taxes sur les profits réalisés. C'est-à-dire que, et même pas sur les profits réalisés, sur la conversion en fiat. C'est-à-dire que j'achète du Bitcoin à 20 000, je le vends à 30 000, donc je fais un bénéfice de 50%. Je convertis cet argent en euros, à ce moment-là, je suis taxé. D'accord? C'est à ce moment-là que je suis taxé. Eux, c'était pas du tout ça. Eux, en fait, vous étiez taxé bien avant, c'est-à-dire dès la première étape. J'achète de Bitcoin à 20 000, il passe à 30 000, l'année fiscale s'écoule, je paye sur les bénéfices non réalisés actuels. C'est-à-dire que sur les 50%, je prenais une taxe de, je sais pas, apparemment 30%. Donc c'est juste énorme, effectivement. Ça devait vraiment, vraiment beaucoup ralentir la volonté des investisseurs d'acheter des cryptos. Parce qu'en fait, c'est dingue. En fait, vous êtes taxé sur les avoirs. Donc il y a assez peu d'actifs sur lesquels on fait ça. Parce que ça rend la chose pas intéressante. Parce que imaginez, vous êtes taxé à hauteur de 30% sur les 50% non réalisés, du coup, mais c'est la valeur de ce que vous possédez. Et le Bitcoin derrière repère 20%, en fait, vous avez quasiment plus de bénéfices. Enfin, c'est assez ridicule. Donc voilà, en fait, ils sont juste en train de revenir à un système normal où ils ne sont pas imposés sur les bénéfices et où, du coup, on revient à quelque chose de plus classique. Donc, c'est juste qu'ils se sont un peu détendus au niveau de ce point-là. Clairement, on n'est pas non plus dans un paradis fiscal, loin, loin, loin de là, à mon avis. On continue toujours en Asie. Là, ça va être à Hong Kong. Et qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, on va parler d'un ETF. Donc HSBC, une des plus grosses banques internationales, hein, vous pouvez en voir quelques-unes en France d'ailleurs, eh bien, elle lance en partenariat avec, du coup, vous le voyez ici, Ethereum, des ETF. Donc on va aller voir tout de suite, vous le savez maintenant, ce qu'on cherche, c'est des ETF spot. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc évidemment, contexte, hein, on a plein de boîtes qui veulent lancer des ETF, BlackRock, Windustry, Invesco, donc essentiellement des fonds d'investissement. Hein. HSBC est surtout une banque avant d'être donc c'est pas exactement un fonds d'investissement, c'est pas un fonds d'investissement, c'est pas comme BlackRock, c'est une banque avec des clients. Alors c'est plutôt des clients fortunés et plutôt à vision internationale, mais ça reste plus une banque qu'autre chose. Hein. Et donc HSBC, la plus grande banque de Hong Kong, rigole pas, hein, permet aujourd'hui à ses clients d'acheter et vendre des ETF Bitcoin Ethereum cotés à la bourse de Hong Kong. Ça c'est intéressant, cotés à la bourse de Hong Kong quand même. Et également la première banque de Hong Kong à le permettre. En vrai, c'est une grosse news. Je suis surpris que Bitcoin n'en ait rien fait. C'est assez surprenant, moi je trouve. Et du coup, ça nous rappelle bien évidemment le premier ETF Bitcoin futur avec effet de levier, hein, qui a été validé par la SEC. Vous le voyez ici le 24 juin, donc c'était il y a 3 jours l'article, donc ça va faire 3-4 jours que ça a été validé. Parce que, évidemment, on parle d'ETF futur et non pas d'ETF spot. Donc moi, ça m'intéresse assez peu au final. Enfin, je suis très peu enthousiaste, hein, parce que du coup, c'est juste des contrats. Ça, je vous refais pas le topo, hein, je vous en ai déjà parlé 3-4 fois. Donc voilà, il y a 3 ETF lancés, Bitcoin Future ici, Ethereum Future, donc ça c'est intéressant, ils font les deux déjà, ETH direct, et un deuxième Bitcoin, le Samsung Bitcoin Future Active. Je sais pas quelle est la différence entre les deux, certainement la taille du levier ou les montants à investir en entrée. On n'a pas plus de détails que ça, peu importe, ce sont du coup des ETF futurs, donc pas très intéressants, et en fait ils font juste coller à ce qu'a proposé, comme on l'a vu ici, la SEC il y a quelques jours. Donc voilà. Maintenant, c'est possible pour tous les investisseurs d'avoir accès à ces choses-là, que ce soit en Chine, enfin, en Hong Kong, ce ne sera pas toute la Chine, mais en Chine, et en Amérique. Bon, la chose est dite, vous avez mon avis là-dessus. Donc le tweet ici, hein, par Wu Blockchain, qui est assez intéressant, avec du coup les différentes informations qu'on peut y trouver, mais ça va être de la redite. Donc voilà pour les news, on va voir rapidement 2-3 indicateurs. Ici, l'altcoin season, ou plutôt la Bitcoin season, au vu du chiffre, on est toujours à 10. Rien de spécial à dire pour le moment, ça n'a pas vraiment bougé. Au niveau ici des volumes, on le voit, les résistances, c'est autour ici de 31 et de 32. Et on voit qu'on est clairement en dessous quand on est au niveau des 30 000. Ça a peu bougé aussi depuis récemment, depuis quelques jours. Et au niveau des acheteurs, c'est ça qu'on va aller regarder avec intérêt. Donc
En marron ici, en violet, c'est les plus gros portefeuilles. En violet, c'est 100 000 à 1 million. Et en marron, 1 million à 10 millions. Eh bien, ils sont toujours à l'achat avec une espèce de constance, en fait, hein, depuis presque une semaine. Hein, vous voyez ici, depuis près le 22. Donc ça fait 5 jours. On a quand même des volumes, des volontés d'achat qui sont assez importantes. Alors que le reste du marché, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que tout le reste du marché, c'est une pente descendante depuis ici le 22, donc là où il y a eu le pic, et vraiment, il n'y a plus d'intérêt. Donc, à suivre, avec intérêt. Historiquement, les gros portefeuilles ont tendance à faire des choix qui sont suivis. On voit que là, c'est pas le cas. Donc je suis très curieux de ce qui va se passer dans les prochains jours. Moi, vous le savez, dans tous les cas, j'attends soit des beaucoup plus bas, soit des beaucoup plus hauts au niveau de Bitcoin. Et vu que c'est lui qui drive les altcoins, bah, je fais pas grand-chose en fait en termes d'arbitrage. Donc pas plus de choses à dire ici. On va aller regarder 2-3 graphiques. Bitcoin, bon voilà, il y a peu à dire, hein, on l'a déjà dit. On va pas se répéter. J'avais envie de voir un peu PancakeSwap. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc en fait, on est sur une bougie un peu de correction. On va se mettre en daily. Au niveau du récit, toujours 26. Très bien. En même temps, ça fait 3 jours hein, qu'on a regardé, donc ça n'a pas non plus énormément baissé. Ouais, il est en train de ravaler légèrement sa hausse d'ici. Donc, je continue à suivre. Hein. En plus, j'ai fait quelques recherches DeFi hier et clairement, il y a de l'activité sur PancakeSwap. Donc, je pense que ça finira par redécoller quand Binance ira mieux. Donc, je vais commencer à vraiment réfléchir. Hein, s'il stagne ici autour des 1,50, ça peut être un bon prix d'entrée. Wojak, je voulais voir aussi parce que il avait fait, je crois, presque x2 hein, dans la période d'ici, hein, c'est ça, hein, de 0,8 à... Oui, c'est ça, ça fait même plus que x2 au final, on est allé jusqu'à presque en x3 ici. Complètement dingue. Hein. Et les altcoins comme ça, les mêmes coins avec peu de capitalisation, comment ça peut exploser, c'est fou. Et Tao Tensor, je check aussi parce que je sais qu'il y a des problèmes techniques, qu'il est censé y avoir des corrections. Et donc pour le moment, elles ne doivent pas être données, les corrections techniques, parce que le token continue un peu sa chute. Donc voilà, ce que je voulais voir rapidement avec vous. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À tout à l'heure certainement pour une seconde vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée.